Pourquoi certaines notes de musique sonnent-elles justes et d'autres non? Est-ce une affaire de goût ou une affaire de nombre? Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui nous commençons une série de vidéos sur la théorie mathématique de la musique et nous commençons par la première partie, mélodie, consonance et chromatisme. On dit, peut-être d'après Platon, que la musique adoucit les mœurs. Vibration mélodique et harmonique, qui trouve son origine culturelle dans la prosodie du langage naturel et son fondement dans des rapports entiers de fréquences sonores, la musique envahit la culture et le quotidien. Mais la musique occidentale moderne, construction artistique et rationnelle, est l'aboutissement de siècles, voire de millénaires, d'inventions et de théories, depuis l'Antiquité pythagoricienne jusqu'à la musique électronique contemporaine. Or, si la musique est fondée sur des rapports de fréquences sonores, c'est bien de nombres qu'il s'agit d'abord. De nombres entiers et rationnels tout d'abord, puis de nombres irrationnels dans le système dit tempéré, où l'on retrouve dans l'échelle chromatique toutes les couleurs de l'harmonie naturelle, à travers le prisme rationnel de la régularisation du cycle des quintes et de la série des harmoniques. La nature et l'oreille s'accordent dans la polyphonie moderne grâce à l'irruption de l'infini mathématique dans des questions touchant d'abord au nombre rationnel. Mélodie, contrepoint et harmonie. Dimension de la musique. Musicalité dans la parole et le chant. La musique, comme activité et production culturelle, provient du chant, lequel s'appuie lui-même sur la musicalité de la voix humaine. Lorsque nous parlons, nous prononçons naturellement les syllabes à des hauteurs différentes afin de communiquer certaines inflexions de sens par le ton que nous employons. Cela apparaît de manière saillante dans la poésie, où la déclamation d'un poème joue sur la durée, la mélodie et le rythme des sons de la voix portés par les syllabes. Cette musicalité naturelle de la parole se transmet alors au chant, dans lequel on recherche l'esthétique d'une mélodie qui soutient la parole avec sa propre intelligence musicale. Or, dans la parole comme dans le chant, la ligne prosodique ou mélodique, c'est-à-dire la succession des sons produits, emprunte des hauteurs bien déterminées qui sonnent juste à l'oreille. La mélodie, principe premier de la musique. Si la musique commence avec le chant, la mélodie est donc son premier principe. On peut la définir comme une suite de sons ou notes et de silences, possédant chacun une hauteur pour les sons et une durée spécifique et variable. C'est cette variabilité qui produit toute l'expressivité et la beauté de la mélodie et donc du chant, si du moins le rythme, c'est-à-dire la succession et l'organisation des durées des notes et silences, et la consonance, c'est-à-dire la correspondance des hauteurs des notes successives, sont bien choisis, c'est-à-dire selon certains rapports simples. Pour les durées, ces rapports simples sont des multiples entiers d'un temps de base choisi comme pulsation. Pour les hauteurs, il s'agit de fractions de petits nombres entiers. En effet, une succession anarchique de sons, dont les durées et les hauteurs sont choisies de manière arbitraire ou dans des rapports trop complexes, n'apparaît pas à l'oreille comme relevant de la musique, même si certains artistes d'avant-garde diraient sans doute le contraire. Le contrepoint issu de la musique. Le chant est au commencement exécuté à une voix. Mais l'ajout de contre-chant, c'est-à-dire de chants secondaires, imitant le chant principal avec des variations de hauteur et de rythme, crée une musique polyphonique où la superposition des voix fait entendre, lorsqu'elles sont bien écrites, une harmonie, c'est-à-dire un environnement sonore où la mélodie principale résonne avec les autres pour produire une beauté supérieure ou complète. Le remplacement des contre-chants par le jeu d'instruments constitue un accompagnement instrumental du chant et le remplacement de toutes les voix par des instruments, de la musique instrumentale. Mais une pièce de musique est en général constituée par la superposition d'un nombre fini de mélodies qu'on appelle un contrepoint. L'enchevêtrement harmonique des différentes voix, si elles sont conçues pour résonner ensemble, est donc un tissage artistique qui fait du contrepoint le tissu de la pièce musicale polyphonique. L'harmonie,
Environnement de la pièce musicale. Si le contrepoint est le tissu de la pièce musicale pensée comme une tapisserie sonore, l'harmonie et son environnement local, son choix de teintes dans les diverses parties qui la composent. Elle naît de la superposition des notes, jouées simultanément, et formant ainsi des accords, et donne sa coloration particulière à chaque moment de la pièce musicale et à l'ensemble de celle-ci. L'harmonie est donc fondée sur la résonance des notes des différentes mélodies jouées simultanément, mais elle constitue aussi une progression, une marche dont les temps sont marqués par les changements d'environnement sonore, qui créent des sensations de tension et de résolution. Si elle possède donc une dimension synchronique, instantanée, elle possède aussi une dimension diachronique, progressive, et elle est donc inséparable du contrepoint dans lequel elle se fond. Consonance et dissonance, la musique de l'Antiquité. Intervalles et consonances, les rapports pythagoriciens. La mélodie du chant ou de la musique instrumentale doit elle-même pour sonner juste être écrite dans une sélection de sons qui présentent une certaine parenté harmonique. Puisque le bruit est une vibration, ces sons sont rapportés les uns aux autres par des intervalles de fréquence. Dans l'Antiquité, la musique pythagoricienne commence avec une classification des intervalles à partir de leur consonance. Cette notion fournit une interprétation physique et mathématique de l'idée intuitive d'une résonance esthétique entre notes séparées par un intervalle. C'est le monocorde, instrument archaïque formé d'une corde vibrante dont la variation de la longueur L, comme sur les violons et guitares, permet de produire des sons de fréquence F différentes, qui sert alors de référence. Il permet d'établir quels sont les intervalles considérés comme sonnant justes et appelés consonants, des intervalles considérés comme sonnant moins justes et appelés imparfaits ou dissonants. La longueur L de la corde vibrante et la fréquence F du son émis varient en sens inverse, de sorte que les rapports de fréquence sont les inverses des rapports de longueur. Octave, quinte et quarte, les intervalles consonants. Au-delà de l'unisson, qui est l'intervalle entre deux sons de même hauteur, l'octave est l'intervalle consonant par excellence. Il correspond à la division de la longueur L de la corde en deux, produisant une note dont la fréquence est le double de celle du son produit par la corde vibrante à vide. La superposition parfaitement harmonique des vibrations sonores fait que la note jouée à l'octave n'introduit aucune tension par rapport à la note de base. Il s'agit essentiellement de la même note, ce qui conduit à identifier les notes séparées par des octaves, c'est-à-dire des rapports de fréquence qui sont des puissances de 2, pour aboutir à un système modulaire où tous les intervalles sont rapportés à un même octave. Mais la division la plus simple suivante consiste à prendre 1/3 ou 2/3 de la longueur L. La fréquence de la note émise pour cette longueur vibrante est alors 3/2 de celle de la note de base. L'intervalle généré s'appelle une quinte, du latin quinta, 5, parce que dans la gamme naturelle majeure do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, elle est représentée par l'intervalle do-sol, écart entre le premier et le 5e degré. En fait, si l'octave correspond à un rapport de fréquence de 2, la quinte est générée par un rapport entier de 3 pour 1/3 de la longueur L, qui rapporté à l'octave donne le rapport de 3/2. Dans la pensée pythagoricienne, toutefois, la quinte correspond à la moyenne harmonique des longueurs L et L sur 2, correspondant à l'octave. Cet intervalle est consonant dans la musique pythagoricienne, et il faut reconnaître que la simplicité du rapport de fréquence génère par succession ou superposition un assemblage de résonances parfaites. Le troisième intervalle consonant est la quarte, correspondant à l'intervalle sol-do dans la gamme naturelle majeure, correspondant à la longueur 3/4 de L pour une fréquence égale à 4/3 de celle de la note de base. Comme le montre l'exemple do-sol-do, la quarte est précisément le complément de la quinte à l'octave. La superposition d'une quinte et d'une quarte, obtenue par multiplication des rapports de fréquence 3/2 et 4/3, donne le rapport 2/1 de l'octave. Sur la figure suivante, nous avons représenté en clé de sol les 12 degrés chromatiques générés par le cycle des quintes ascendantes, ici à partir de la fondamentale Do. Ton, tierce et intervalle dissonant.
Le rapport de la quarte à la quinte définit le ton pythagoricien. Il s'agit ainsi du rapport de fréquence 3 demi sur 4 tiers égale 9 huitièmes, qu'on obtient donc aussi par définition de la quarte comme 3 demi sur 2 sur 3 demi égale 3 demi au carré sur 2. Ainsi, les autres intervalles de la musique antique sont générés par l'empilement de quintes successives dans un sens ou un autre, c'est-à-dire ascendant ou descendant. La superposition de deux quintes correspond à un rapport de fréquence de 3 demi au carré égale 9 quarts supérieur à 2. Puisqu'on identifie les notes avec leurs transpositions à l'octave, on le réduit à un nombre compris entre 1 et 2 pour le ramener à la note de base. On retrouve donc le ton ou seconde majeure comme l'intervalle de rapport 9 huitièmes, généralement considéré comme imparfait. La tierce majeure est alors obtenue par superposition de deux tons, autrement dit de 4 quintes successives, et réduction à l'octave. Il s'agit donc de l'intervalle dont le rapport est donné par 9 huitièmes au carré, c'est-à-dire 81 sur 64, déjà réduit à un nombre de 1 et 2. L'empilement de 3 quintes dans la même série ascendante est l'intervalle situé entre le ton et la tierce majeure dans le cycle et défini par le rapport de fréquence 3 demi au cube égale 27 16e. Déjà réduit également et appelé sixte majeur dans un rapport d'un ton avec la quinte puisque 27 16e égale 3 demi fois 9 huitièmes. Tous ces intervalles sont imparfaits ou dissonants et donnent lieu à des intervalles complémentaires qui en sont des renversements dans la série descendante des quintes, comme la quarte pour la quinte. Ainsi, deux quintes descendantes donnent le complément du ton pour un rapport de fréquence de 2 sur 9 huitièmes égale 16 neuvième, qui est l'intervalle de septième mineur. Le complément de la sixte majeure est l'intervalle de tierce mineure, de rapport 2 sur 27 16e égale 32 sur 27, tandis que celui de la tierce majeure est la sixte mineure, de rapport 2 sur 81 sur 64 égale 128 sur 81. L'intervalle complémentaire d'un intervalle dissonant est lui-même dissonant. Notons encore qu'il y a un ton entre la tierce mineure et la quarte, puisque 32 sur 27 fois 9 huitièmes égale 4 tiers. Composition des rapports et autres intervalles. Dans ce système, les intervalles existants se composent entre eux pour former d'autres intervalles, soit existants, soit nouveaux. La composition s'obtient toujours par multiplication des rapports de fréquence, et nous remarquons que la quinte est formée de l'empilement d'une quarte et d'un ton, puisque 4 tiers fois 9 huitièmes égale 3 demi. La quarte, en revanche, n'est pas formée de l'empilement d'intervalles déjà définis, puisqu'elle est inférieure à la quinte et supérieure à la tierce majeure. On a 81 sur 64, inférieur strict à 4 tiers, inférieur strict à 3 demi, mais que l'empilement de 3 tons forme un intervalle de rapport 9 huitièmes au cube, égale 729 sur 512, strictement supérieur à 4 tiers, que nous appellerons ici triton ascendant. Pour décomposer la quarte en intervalles existants, il faut alors introduire le demi-ton ou seconde mineure, intervalle dissonant correspondant à la différence entre la tierce et la quarte, soit 4 tiers sur 81 sur 64, égale 256 sur 243. Ce nouvel intervalle permet à son tour de recouvrer la tierce mineure, puisque l'empilement d'un ton et d'un demi-ton correspond bien à un rapport de 9 huitièmes fois 256 sur 243, égale 32 sur 27. De même, l'intervalle de sixte mineure est obtenu par l'empilement d'une quinte et d'un demi-ton, puisque l'on a 3 demi fois 256 sur 243, égale 128 sur 81. L'intervalle complémentaire du demi-ton pythagoricien est alors la septième majeure, correspondant à un rapport de fréquence de 2 sur 256 sur 243, égale 243 sur 128, et le complément du triton ascendant, que nous appellerons triton descendant, forme un rapport de 2 sur 729 sur 512, égale 1024 sur 729. Intervalles et degrés standards. Tous ces intervalles, à l'exception du triton descendant, conçu à partir du premier intervalle non trivial et consonant qu'est la quinte, se rangent alors dans une série croissante de rapports de fréquence comme suit. 1 pour l'unisson, 256 sur 243 pour demi-ton, 9 huitièmes pour le ton, 32 sur 27 pour la tierce mineure, 81 sur 64 pour la tierce majeure, 4 tiers pour la quarte, 3 demi pour la quinte, 729 sur 512 pour le triton ascendant, 128 sur 81 pour la sixte mineure, 27 sur 16 pour la sixte majeure, 16 neuvièmes pour la septième mineure, 243 sur 128 pour la septième majeure et 2 pour l'octave.
Si l'on supprime l'octave qui est redondant, on obtient une série de 12 sons à partir de la note de base. Cette série de 12 intervalles, formée par empilement rationnel de quintes et d'intervalles simples, crée une échelle cohérente mais imparfaite, dans laquelle certaines consonances naturelles sont absentes et où les intervalles s'éloignent parfois de rapports de fréquences naturels plus simples, les harmoniques du son de base. Le triton descendant doit être exclu de cette série d'intervalles car il est quasiment égal au triton ascendant. Le rapport des deux fréquences est de 729 sur 512 sur 1024 sur 729 égale 3 puissance 12 sur 2 puissance 19 égale 531 441 sur 524 288 dont la différence à 1 est inférieure strictement à 1 sur 72. En somme, le triton coupe l'octave en deux intervalles quasiment égaux, ce qui signifie que l'empilement de 6 tons forme un tout petit peu plus qu'une octave. C'est cette irrégularité qui conduira à la recherche d'une division égale de l'octave en 12 degrés, où la logique de la génération des intervalles naturels par quinte et celle de la consonance naturelle trouveront une synthèse dans une échelle close, où des sélections de 7 sons, appelées gammes, ouvrent des espaces mélodiques et harmoniques multiples. Si cette vidéo vous a intéressé, pourquoi ne pas vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci et laisser un vote positif afin de soutenir mon travail. À bientôt.